Personne ne m'a appris mon métier, moi. Simplement, j'avais, oui, mes élèves qui m'ont appris à regarder. La technique que j'ai employée, c'est une technique que je n'ai lue nulle part et que je n'ai pas vu pratiquer nulle part, mais que j'ai été obligée par mon terrain à moi de pratiquer, parce que depuis l'âge de 18 mois, je suis séquelle de poliomyélite à 80%. J'ai une jambe un peu normale et tout le reste a été touché, même les yeux. Alors, le moindre effort, je paye le double. Oh. Mais quand je m'arrête et je récupère. Alors, ça, c'était mon modèle de fond. En me disant, le pauvre mec, surmené, qui a trop bouffé, et qui a couru pour avoir son rendez-vous, qui est arrivé à l'heure, il voit mon tapis, il se dit, enfin, ici, rien. Mais il lui arrive tout, parce qu'il ne fait rien. À certains moments, il s'est coupé. Coupé. Mais c'est instinctif chez les bébés, chez le suspouce, c'est quoi? Enfin, et le moderne, ce qui se dit adulte, ça va pas bien pour se mettre en vitrine comme ça. Bon, ben, ils viennent chez moi pour sucer leur pouce, c'est tout. La manière Ruche-Paul, c'est d'user d'une position coûteuse. Et après, on coupe le courant. Qu'est-ce qu'elle vous a laissé, cette traversée de la difficulté? Le cœur qui tape, les images qui marchent à je ne sais pas combien à l'heure, etc. Et la respiration que je vous donne, que j'assiste comme une clé, qui vous ramène le calme. Quand c'est réparé, ça se voit. Et hop, on passe à la posture suivante. Évidemment, c'est barbare, c'est pas entraînant, on fait pas tout comme tout le monde, c'est bien simple. Un de vos collègues m'a dit une fois, il n'y a pas longtemps, parce qu'il assistait à une leçon, mais ils sont tous dans leur bulle. Et oui, ils sont tous dans leur bulle. Et c'est pas, je n'indique pas, surtout, ça n'est pas de l'hypnose. Ils sont seuls avec eux, et pour une fois, ils n'ont pas peur. Vous ne prenez pas un raccourci pour retrouver qui vous êtes. Vous êtes tranquille, une bulle protectrice. Bon, si vous voulez penser à votre bataille avec votre patron, ben vous allez penser à votre bataille avec le patron, c'est bon. Si vous voulez penser au charme de votre enfance, ça vous traverse. Vous êtes privé, propriété privée, dans une bulle privée. On ne répète rien. On le fait comme la première et la dernière fois de sa vie. Êtes-vous capable seulement de vous mettre le doigt dans le nez en disant « c'est la première et la dernière fois de votre vie » ? Ben oui, si vous pouvez, ben c'est du yoga. Hein? Entièrement. Oui, disent-ils tout de suite. Bon. Mais vous savez bien que vous allez tricher. C'est pour ça que vous dites oui tout de suite. Hein? Quand vous faites une posture en respiration contenue, vous établissez un silence mental et vous pouvez faire la chose comme aujourd'hui, avec ce que vous avez mangé, avec ce que vous avez vécu, si vous vous êtes engueulé avec votre belle-mère ou si vous allez partir en vacances. C'est un morceau du temps de votre vie qui n'a rien à voir avec le prof-ton du coin, avec l'élève qui est à côté, c'est vous.
mais vous vous rendez compte d'une exigence de ma part? Et si vous vous trompez, ben tant mieux. Et on ne recommence pas. On ne se copie pas. Alors ça, c'est très embêtant ce que j'enseigne. Et c'est pas du tout gratuit et facile. Mais ça paye, comme dirait Bécassine. Il faut lui laper, il a fait comme il peut. Hein? Et remontre, quand tu vois que il a un coin qui n'est pas entendu. Toi, tu as de la mémoire. La prochaine fois, tu remontres. Tu corriges pas, tu ne parles pas en flagrant délit de mal faire. Il fait tout ce qu'il peut. Puis quelquefois, il se balade moralement, il se dit qu'est-ce que je vais manger demain à Danignou. Alors, tu vois qu'il est en évasion. Alors, on le ramène un petit peu en se foutant de lui. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais d'abord, c'est pas du tout tous ensemble. Ils peuvent être 5-7, quand ils sont 5-7 mois d'ancienneté, il y en a un qui commence, l'autre qui finit, l'ordonnance est la même, mais chacun dans son chacun. Hein. Ils ne vont pas profiter des autres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qu'est-ce qu'on mange demain? Ben, assez de mécanismes dans l'apprentissage. Il s'apprend dans son tempo. Il ne gêne pas les autres. Chacun est dans sa bulle. C'est la même chose que si vous faisiez de la haute couture ou de la musique. Vous êtes dans votre bulle pour bien s'entendre avec les autres. Il ne faut pas être en imitation des autres. Et bon, c'est tout à fait un autre monde. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas d'entraînement public. Si vous sautez, c'est pas pour le voisin, c'est pour vous. Et le voisin, s'il veut sauter, il sautera pour lui. Mais c'était obligé que ça déferle dans notre éducation. On est trop nombreux. On souffre du nombre. Hein? Si vous prenez un oiseau ou un bonhomme tout seul dans une forêt qui respire, mais il ne fait pas comme quelqu'un d'autre, il fait comme lui. Et lui, ça change tout le temps. Il n'est pas tout le temps à imiter et à copier. Et les grands groupes où je vois tout le monde se conformer aux voisins qui se conforment aux voisins, et finalement, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais faites comme vous. Qu'est-ce que c'est que cette salade d'imiter quelqu'un pour se bien cacher derrière? Et vous existerez quand? Hein? Mais moi, ça me sidère, cette histoire de groupe. Ah, il faut aller en groupe. Mais il faut fuir le groupe. Si vous voyez votre chat faire nini à 30 chats à la fois, tout le monde se tord de rire. Et vous souhaitez, vous êtes conforme. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand vous avez une émotion, même très jeune, vous vous souvenez intégralement de la scène qui vous a donné de l'émotion. Où l'avez-vous inscrite? Faire la chose une seule fois et intensément, je triche. Vous avez une obligation de recette respiratoire en même temps que vous faites la posture. Soit on garde son air agréablement développé tout le temps de la durée de la position, soit on garde les poumons repliés, sans air supplémentaire. La même chose, ça vous découpe le temps de votre perception intense, ce moment où vous n'êtes pas en train de changer disons,
le potentiel électrique. Et c'est très difficile de penser à autre chose quand vous arrêtez votre souffle. Vous êtes vraiment en terrain hospitalier pour une expérience physiologique. Je vais étendre mon genou, mais pourquoi elle me dit qu'il ne faut pas que je respire? Eh bien, si vous jouez l'honnêteté, il se passe quelque chose. Et dans l'articulation et dans le souvenir de votre corps, vous vous êtes mis au service de la posture. Et puis c'est dosé suivant votre potentiel énergétique, disons, et physiologique, suivant l'heure du jour, ce que vous avez mangé la veille, si vous êtes engueulé avec la belle-mère, vous êtes à chaque instant différent. Et le souffle vous le dit. Mais on ne raconte pas tout ça à un débutant, il partirait affolé, un bout vite les escaliers. Bon, mais moi j'ai remarqué ça grâce à mon handicap. J'ai la moitié du corps qui est en vacances. Alors, si je veux monter, il veut descendre, il ne comprend rien. Et puis, la demande ne passe pas. Et si je brutalise un peu, pouf, j'y vois plus rien. Vous vous rendez compte? Vous avez hérité de tout ça. Si je me trompe un tout petit peu, je ne peux plus passer la porte. Ça m'est arrivé plusieurs fois quand je faisais des choses que j'expérimentais. Ça m'a appris. Ben, cette sensibilité m'a servi. Ah bon, il ne faut pas que je mette mon genou comme ça, il faut que je le mette comme ça, parce que quand je le mets comme ça, je ne perds pas la vue. Vous vous rendez compte à quel point on est branché sur un réseau intérieur qu'on ne connaît pas. Ce dialogue avec soi, c'est le principal assistant de l'enseignant. Ce dialogue avec soi introduit chez l'élève par le tapis bleu, par l'ambiance, comment dire, le recueillement, le silence intérieur, c'est un avantage énorme, je crois, chez l'homme. Et il n'y a peut-être pas de silence intérieur aussi important, aussi nourrissant chez les oiseaux ou les lions, bien que c'est une supposition que je fais pour flatter un petit peu le côté humain. Peut-être qu'ils l'ont plus que nous, ce silence intérieur. Mais comment accompagner un bonhomme de bonne volonté qui ne sait même pas de quoi je parle quand je dis silence intérieur, alors je ne vais pas lui dire. Hein? Bon, c'est ça le métier d'enseignant de yoga. Comment peut-on mettre 45 élèves en se disant chouette, on fait une leçon de yoga? Mais avec un élève, je suis déjà en problème. Comment il a mangé, comment il a dormi la veille, si c'est pressé pour venir, s'il a un slip trop serré quand je lui demande de respirer par l'estomac, enfin en bougeant son ventre, c'est difficile. Il y a des tas de bricoles qui se mettent en travers et qui méritent que j'en fasse faire le détour à un débutant. C'est très sévère, très précis. Mais je ne veux pas vous embêter, après des études scolaires aussi très célèbres et très sévères et très précises, vous n'êtes pas à l'école. Mais peut-être que vous êtes à l'école de vous. Et c'est autre chose. Sans leçon particulière, vous n'avez pas le droit au groupe. Quand vous vous trouvez tout seul sur 150 mètres carrés, il y a 50 mètres carrés de moquette pour vous, là, parce qu'il y a des choses à côté. Bon. Et que je vous demande de vous entendre avec vous.
Moi, je vous protège. Je suis à vos pieds, assise par terre, comme vous, par terre, sur une moquette par terre. Et vous êtes en face à face avec ce que la vie vous a laissé. Et bon, vous n'avez pas des grandes pensées indianisantes qui viennent du Far West ou de l'Himalaya, mais vous réglez vos... Bon, vous aimeriez mieux l'Himalaya, bon, tant pis pour vous. Bon, mais vous êtes aux prises avec qui vous êtes, mais pas socialement seulement. Vous n'êtes pas au tête-à-tête avec votre animal social. Vous êtes en connaissance, reconnaissance avec votre instrument. Tiens, mon ventre fait gouli, gouli, gouli. Ah, ça, c'est les gnocchis de la grand-mère. Ah, ben, pourquoi pas? Vous êtes avec vous, sans faire semblant. Et cette marque de la proximité où vous vous trouvez avec votre instrument. Ah, j'ai les pieds de mon grand-père, hein. J'ai des crampes aux doigts de pied. Ah, des choses comme ça. Vous faites votre inventaire. Et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ça ne me regarde pas. Et moi, je vois à la forme de vos doigts de pied si vous vous êtes fâché avec la concierge. Parce que vous portez sur vous tout ce qui vient de vous arriver. Hein? Et alors, mais j'ai eu vraiment des documents sur des personnes qui étaient haut placées et en difficulté par la forme de leurs doigts de pied pendant qu'ils respirent. Ils étaient sur la défense. Bon, je ne l'ai pas dit, je ne veux pas les embêter, mais on voit tout dans votre façon de respirer. Alors on peut aider, on peut... Bon, je vous distrais un peu de ce qui vous embête. Bon. Et puis, après ces 2 ou 3 passages en leçon particulière, au moins une, quand vous êtes 3 ou 4 dans une leçon, je sais doser. En voyant celui qui fatigue, je ne vais pas me fier au niveau total, je vais me fier au niveau de celui-là. Ça fera du bien à ceux qui fatiguent moins, ce sera du bonus, c'est pas grave. Mais regardez ce qu'ils vous disent dans leur corps. Mais même leur mère n'a jamais vu l'innocence de leur répit. Et puis, j'ai un critère. Vous savez que les femmes enceintes vous racontent toujours que leurs parasites commencent à se signaler au moment où elles se détendent. Et alors, moi, j'ai des spectacles, parce que les femmes enceintes, on ne travaille pas l'accouchement, on soulage la femme enceinte, c'est tout. Et après, les accoucheurs voudraient faire des stages chez moi parce que ça marche très bien. Il se passe une chose, c'est que les futures mamans savent toutes que quand elles se détendent, quand elles se couchent, quand elles se mettent devant un beau spectacle à la télé, le parasite commence à dire « Ah, c'est mon tour !» Et on voit passer les petites fesses, les coups de pied, ah oui, il s'agite. Ils s'agitent aussi pendant tout leur yoga. Et il y en a même qui reconnaissent le bleu de mon tapis. Parce que quand la maman entre, boum, le verre commence à sauter. Elle s'est dit, j'arrive, c'est mon tour d'avoir une petite tranche d'aller mieux. Et lui, il l'entend. Le geste est une causa mentale, est une chose mentale. Mais le temps imparti à votre geste n'existe plus. Parce que vous le faites qui, où, quand, comment. Alors, ça vous fait réintégrer le mot de Vinci. C'est comme une peinture, c'est une chose mentale. En flash instantané, vous êtes vu, senti,
dans la posture que vous allez faire, et vous passez du sentu, comme diraient les enfants, au concret. Et qu'est-ce qui vous reste du sentu si vous n'êtes pas sincère avec vous? Si vous voulez monter les pieds au plafond et que vous êtes raconté que vous cassez la figure. Alors, attendre d'être intègre et se comporter dans le monde du silence avec soi, ça n'existe pas dans notre éducation à l'école. Et c'est dommage. J'ai eu pendant très longtemps un grand ministre. Il m'a raconté, au vestiaire, enfin en dehors du cours de yoga, que depuis qu'il était enfant, il y avait quelque chose qui lui passait par la tête. Et ce passage par la tête lui était devenu encore plus agrippant quand il respirait en yoga. Alors, un jour de grève ou de je ne sais pas quoi, il est allé voir le Kilimandjaro. Vous me direz, ben il pouvait, c'est déjà ça. Bon, pourquoi il avait résisté pendant des années, me demandai-je. Bon, alors maintenant, il savait pourquoi, comment était le Kilimandjaro. De la part d'un bonhomme qui faisait la une dans tous les journaux, etc., se payer comme ça un geste enfantin, eh ben moi j'étais contente de mon résultat, parce que ça allait beaucoup mieux après. On n'a pas fait encore la paix, P-A-I-X, avec son contenu. Alors, on peut s'en occuper en faisant un tête-à-tête, une fois par semaine. Ne vous ordonnez pas des trucs, de lever le matin, oh là là. Bon, je vous raconterai une histoire pour vous. Et une fois, vous vous donnez rendez-vous, vous vous amenez et vous vous confortez à chaque instant avec une petite attitude différente, mais vous respirez en vous oxygénant, pas du tout comme d'habitude. Moi, je crois que c'est ce genre de respiration qui n'a pas de dégâts. Ça fait 50 ans que j'ai du yoga en responsabilité, j'ai jamais eu de dégâts sur le plan respiratoire non plus. Parce que j'exige, quand vous êtes tout frais, tout nouveau, que vous apprenez à jouer avec la limite sans essayer de maîtriser les limites. Vous les renforcez, les limites, quand vous vous obstinez. Mais soyez un petit peu plus... Grippeminot, le bon apôtre. Hein? Il nous a dit, La Fontaine, comment on fait avec ses limites. J'ai eu une fois une leçon merveilleuse. J'avais un petit élève charmant, professeur de culture physique dans les lycées. J'avais eu un peu de mal au début, mais ça allait bien. Et alors, le petit prof de gym, on lui donne une classe de neige, je ne sais pas quoi, il est absent pendant un moment, puis il revient, et il me coince dans le couloir, en me disant, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant que je n'étais pas là? Il y avait deux pépères qui partageaient la leçon avec lui, qui avaient vraiment le double de son âge, hein, puis qui s'en foutaient du tiers comme du quart, et qui étaient réguliers comme la pluie. Et il me dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant que je n'étais pas là? Je dis, wow. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne sais pas, mais si, wow. Il était scandalisé. Et moi qui en ai fait tous les jours, me dit-il. Et voilà. À zéro, il fallait redébuter. C'était gymniste. Plus qu'on en fait, mieux que c'est. Les deux autres, ils étaient paresseux.
Ils ne savaient même rien faire tout seuls. Il fallait que je les encourage, parce que tout seul sur le tapis, non. Alors, on faisait avec eux, un peu. Et le prof de gym voyait un tel progrès chez ces deux pépères qu'il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? La formation pour être, comment dirais-je, non pas un meneur de jeu en yoga, c'est un peu une question de respiration, de savoir flairer le goût du jour. Quand vous avez quelqu'un tout seul, c'est très facile. Mais quand vous avez une petite leçon de 3-4 élèves, c'est difficile. Et quand vous en avez 18 à la fois, mais c'est plus possible, c'est pas du yoga que vous faites. Hein? Écoutez, soyez gentils. La quantité reste à étudier pour l'humanité. Ce côté flatteur de la quantité a déjà fait beaucoup de victimes. Eh bien, bon, laissez faire. Ceux qui se plaisent dans cette quantité, dans 3 mois, ils auront trouvé autre chose qui fait de la quantité aussi. C'est pas grave, hein? C'est pas grave. Si vous croyez faire du yoga à 200 personnes sur une plage, à poil ou à moitié à poil, parce que ça se fait en Californie, allez donc en Californie et faites-le, puis voyez. Si ça vous intéresse, c'est bien, mais ce côté quantité est une question d'âge mental. Vous n'allez pas changer l'âge mental de celui qui se trouve mieux quand il est à 120 personnes que quand il est à 12 personnes, et encore mieux que quand il est tout seul. Il a peur quand il est tout seul. Hein? Tout seul et entendre le bruit qu'on fait en respirant. Oh, catastrophe! Alors, c'est pour ça qu'on est tout seul. On rentre tout seul, sinon on ne fait pas du ruche-poil comme ils disent. Parce que l'idée de s'accommoder de la proposition extérieure qui vous est faite et du savoir-faire momentanément intérieur qui vous est fait, qui vous est proposé par l'état du jour. Il faut faire le lien. Bon, et pourquoi j'ai pensé à mes souliers rouges pendant que je respirais? Bon, vous avez un défilé intense d'images mentales, même quand vous écoutez quelque chose. Et quand vous entendez avec vous, quelquefois, l'image mentale spontanée est votre complice. C'est ça la poésie. Quand vous lisez un poème, vous lisez un moment où celui qui vous a donné ce poème sur un bout de papier s'est entendu avec son image mentale. Il s'est entendu avec ses procédés, son apprentissage et son actualité émotionnelle. Et c'est rare, alors il le met sur un papier pour vous le faire partager. Ben, c'est rare, hein, que vous partagiez. Et vous avez l'impression qu'il vous fait une grâce. Bon, mais je ne me vois pas vous faisant sentir cette petite émotion bizarre du ressenti poétique en vous faisant lire à voix haute à 60 personnes à la fois. Mes enfants. Hein. Et M. Van Liesbeth, qui était un grand yogi belge, avait l'habitude de dire « Chez Ruche-Pohl, c'est de la haute couture ». Sympa, hein? Il était très, très sympa, parce qu'il aurait pu m'écraser d'un coup de... quand j'ai comme... Oh, il avait une revue très lue, etc., où on faisait un yoga, pour moi, très gymnique, pas touché,
Bon, il était bien, il avait des bons résultats. Pourquoi pas? Enfin, on n'est pas des clones, on n'est pas fait pour sortir du même moule. Quand vous dégagez quelque chose, les Indiens disent, ça reste là. Pourquoi vous êtes bien quand vous entrez dans le silence noir d'une cathédrale? Qu'est-ce qui se passe? Vous laissez une impression. Et pour l'Indien, ça habite le lieu encore quand vous êtes parti. Bon, et j'ai vu ça de mes yeux, parce qu'un grand musicologue m'était envoyé par je ne sais quel machin de la radio française, de la télévision française, je ne sais pas quoi, et je suis arrivée en retard. Le monsieur était attendu dans ma salle de classe, dans mon endroit de yoga à l'Étoile, l'ancien grand appartement de l'Étoile. Et il était là. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais il entendait notre passage ancien de la veille. Alors il a fallu que je lui explique que quand on respire d'une certaine façon, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne sais pas si notre savoir-faire à travers des instruments de mesure saurait mesurer ce que vous laissez autour de vous quand vous vous êtes foutu en colère, ou quand vous avez traversé une insomnie, ou quand vous êtes en admiration devant la photo de votre petit dernier. Je suis sûre que vous n'avez pas respiré de la même façon, que vous n'avez pas exsudé de la même façon, et que certains animaux le sauraient en traversant. Qu'est-ce que ça sent, hein? Alors, cette atmosphère, je ne le dis pas aux gens qui viennent faire du yoga pour se détendre, simplement. Mais c'est très connu des religions, de tous les axes d'accès humain à autre chose. C'est très connu, cette ambiance de répit. Pauvre gourou et pauvre maître, mais il n'y a pas de gourou, vous êtes vous-même. Bon, si vous vous êtes leurré, c'est une forme d'hypnose, d'auto-hypnose. Le gourou, il est mieux que qui? C'est sûrement pas de vous qu'il est mieux. Non, écoutez, ça suffit. Ça suffit. J'ai eu un gourou fantastique. J'avais eu un gourou. Ah oui. Bon, je l'ai écrit quelque part, je l'ai avoué. Je me retirais dans une formule d'auto-apprentissage quand ça ne portait préjudice à personne. Et quand j'avais passé ma journée, quand j'avais mes 2 bébés, le mari qui était kinésithérapeute et qui recevait une 40aine de personnes par jour, la sonnette, la nounou qui ouvrait la porte, pouf. Je me mettais sur mon tapis, je respirais. Et avec le livre qui était à côté de moi, j'ai monté une recette de posture qui allait à un petit personnage un peu fatigable et très nerveux, qui était moi. Bon. Et j'avais remarqué que la grande respiration, la grande posture respiratoire intérieure amenait une qualité de présence à ce que j'allais devoir faire après. Bon. Ma présence, elle foutait le camp tout le temps, hein. Nous sommes des Occidentaux, ça passe vite. Puis
on ne sait plus ce qu'on pense. Hein. Ben voilà, on est en exil de soi-même. Et alors j'avais introduit, je l'ai appris nulle part, ça, sauf sur moi, cette coupure de savoir-faire qui se rabattait sur l'intimité profonde, la grande respiration que je vous fais compter. Et je m'étouffais, j'étais mal. Et c'était la nuit. Les bébés étaient couchés, le mari lisait le journal dans un coin là-bas. Bon. Il y a quelqu'un qui passait dans la rue, petite rue, à côté du parc Monceau, et qui marchait. Tac, tac, tac. Mais j'étais en train de m'étouffer, parce que mes comptes étaient trop lents. Ça, je dirais toujours merci à l'inconnu qui promenait son chien la nuit sur mon trottoir. Parce que j'étais en train de me foutre en l'air. Mon cœur allait de moins en moins. Mais qu'est-ce que je fais là? J'ai été en auto-hypnose complète. Et heureusement, merci monsieur, mais sans ce gourou-là, ben on ne serait pas là, ni vous ni moi. Hein. Auto-apprentissage. C'est un peu triché parce que mon mari était un hindou d'Inde, pas du tout occidentalisé, kinésithérapeute en médecine ayurvédique, il était très 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 calé, et le yoga était pour lui une formation indienne de grande qualité, impénétrable pour l'occidental qui assimilait ses connaissances à une économie de matériel, alors que l'Indien assimilait ses connaissances comme une transformation de son appareil à connaître. Ça fait une grosse différence. Et il m'avait toujours interdit, mais interdit férocement, de prendre des leçons avec qui que ce soit. Et un jour, il m'a dit, mais enfin, tu nous embêtes. Ils ont appris avec qui, eux? Avec personne. C'est pour ça qu'ils peuvent enseigner quelque chose. Les anciens yogis n'étaient que des autodidactes. Ils avaient découvert par leur instrument, comme un sauvage qui trouverait une guitare dans une forêt. Hein? Bon. Et il m'a toujours interdit d'aller apprendre avec qui que ce soit. Alors moi j'étais sur mon petit tapis, quand tout le monde était apaisé, et je faisais des apprentissages de ressenti pour arriver à trier avec mon animal qui était déjà handicapé les choses qui m'apportaient de l'énergie sans m'énerver. Ben, c'est difficile, hein? Mais bon, des petites doses par-ci, des petites doses par-là, en vacances, le soir, quand passait le bonhomme qui marchait dans ma rue pour aller faire pipi à son chien, qui guidait mon cœur, tac, 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 tac. Bon, ça me permettait de ne pas exagérer, parce que j'avais un animal de famille extrêmement souple, et se mettre les doigts de pied dans le nez, c'était une chose tout à fait normale chez moi. Mais en tirer profit, c'était autre chose. Vous avez de telles différences entre vous,
une petite bonne femme qui a 3 bébés successifs et qui travaille, et une mémère qui a son chauffeur qui l'attend en bas, voilà, eh bien, elles vont se trouver ensemble, et quelquefois, ça rigole au vestiaire, tellement. Hein? Et c'est tout. Mais la petite, elle a quelque chose à apprendre à la vieille. Écoute, ça fait autant de bien de rigoler de rien du tout que de respirer, enfin, bon. Mais n'en faites pas un fanatisme, on peut tout faire avec un peu d'art. Et l'art vous semble coûteux, mais pourquoi vous êtes si avare, hein? De gestes avec vous. L'autre qui disait pintura è cosa mentale, la peinture est une chose mentale. Et pourquoi pas la vaisselle, hein? Qu'est-ce que... Le mépris de ce qu'on fait est quand même un poison dans notre vitalité. Et si vous le faisiez très bien, ça ne coûterait pas plus cher. Physiquement, enfin, vous n'auriez pas une dette après. Alors, c'est ça qui nous suicide. On ne le fait pas bien et puis on s'en fout. On ne le fait pas du tout et puis on s'en fout. Mais pas, si vous le faites, faites-le bien. Pour vous. Mais mine de rien, c'est le pari de la vitalité, ça. Si vous le faites, faites-le bien ou vous ne le faites pas. Bien, c'est quoi? C'est ce qui vous donne satisfaction. Hein? Mais j'ai eu une boutade qui me reste. Si vous êtes gangster et que vous venez faire du yoga, ben vous serez meilleur gangster. C'est pas mon affaire. Le livre noir, c'était une sale corvée et je me demande si je le ferai maintenant. Voilà. Mais j'ai été très bien servie par le photographe et très bien soutenue par ceux qui savent s'en servir. Il y a une petite référence. Moi, je ne fais pas comme ça. Ils peuvent se dire ça quand ils font et pas comme moi. Mais quand ils ont une petite inquiétude parce qu'ils ont un élève qui, ils vont regarder comment elle fait la vieille. Eh bien, s'ils le trouvent, c'est eux qui ont raison.